j'ai eu pendant mes 5 premières années d'exercice cette mentalité de dire ah ouais, moi je vais battre ce record de retour terrain. Je vais battre le truc. Le mec, il a ses croisés, c'est 7 mois. Non, je vais faire 6 mois, je vais faire 5 mois et demi. Et puis tu te rends compte avec le recul qu'il n'y a pas d'intérêt, que du coup tu précipites tout, du coup tu forces tout, du coup tu es au max des capacités à chaque fois et du coup c'est dangereux. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, votre source numéro 1 en Suisse pour toutes choses fitness, prépa et performance. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Hugo Scaloni, aussi connu sous le nom de Rugby Physio sur Instagram. Hugo est kiné, réathlétisateur et rugbyman professionnel. En tant que joueur, Hugo a évolué au RC Strasbourg en Fédéral 1 Elite ainsi qu'en Nouvelle-Zélande. Comme kiné, il a effectué son stage de fin d'études au Stade Toulousain et plus récemment, il a été en charge de la réathlétisation pour les Hawke's Bay Magpies en Nouvelle-Zélande, qui joue dans la division juste en dessous du Super Rugby. Alors Hugo, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Sean. Donc quand tu étais au RC Strasbourg, tu avais le double rôle de joueur et kiné, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était un parcours un peu particulier. Arrêter le rugby en ayant 17-18 ans parce que j'ai commencé médecine et qu'il fallait bien réussir cette première année-là pour entrer en école de kiné. 2 ans sans rugby et j'ai la chance que quand j'obtiens mon entrée en école de kiné, Strasbourg a un nouveau président qui injecte plusieurs millions et du coup qui monte une grosse structure pour jouer en Pro D2, partie de la Fédérale 2 et qui monte un centre de formation en même temps. Du coup, j'intègre ce centre de formation. Et du coup, après avoir eu mon diplôme de kiné, je quitte le centre de formation et j'obtiens un contrat pro avec l'équipe 1. Ouais. Et du coup, je passe directement en charge du centre de formation en kiné. Du coup, là, à ce moment-là, je fais 2 saisons et demie où je suis joueur pro dans l'équipe 1 et responsable du centre de formation en kiné. C'était comment? Facile, difficile? Très bien au début, parce que du coup, tu as un peu le meilleur des deux mondes. C'est cool, ta vie, elle est sympa. Tu t'entraînes le matin, tu fais de la kiné l'après-midi. Et puis, pour un premier boulot, c'est pas mal hein, d'être responsable d'un centre de formation en fait d'une. Ouais. Et le problème, c'est qu'avec le recul, là, ça a trop eu un effet délétère sur mes performances de rugby parce que on s'entraînait le matin et là où tous les autres avaient des soins l'après-midi, du repos, de la balnéo, peu importe, bah toi tu bosses donc forcément tu passes moins de temps à te reposer, moins de temps à travailler en extra et du coup bah voilà ça a clairement joué en négatif sur la partie rugby. Mais belle expérience. Ouais. Et ensuite, tu as dit que tu es parti en Nouvelle-Zélande et tu as joué là-bas aussi. Ouais, après du coup le club malheureusement vit un peu au-dessus de ses moyens, des gros contrats, des gros noms, des gros joueurs, des gros transferts et ça explose. Donc en Fédéral 1 Elite, le club explose. Et du coup, tous les mecs retrouvent des clubs. Tous les mecs sont partis en Pro D2 en Fédéral 1. Et j'ai pris un peu le pari de me dire allez, je vais pas faire comme tout le monde et je vais partir à l'autre bout du monde. Et du coup, pour jouer au rugby d'abord et ensuite pour trouver un job de kiné intéressant. Et du coup, me voilà parti pour Wellington où j'intègre un club de niveau de club rugby. Donc c'est la 3e division, grosso modo. Entraîné par Pierre Wipou, donc plutôt sympa. Et malheureusement, je me fais les croisés au bout de 3 mois. Donc Ouais. voilà, fin de saison. Et vu que tu as eu cette expérience un peu dans les deux mondes, en France et en Nouvelle-Zélande, si tu pouvais comparer un petit peu les différences principales, je dirais plutôt en termes d'organisation, au niveau de la structure des clubs et des équipes, c'est quoi les grosses différences entre la France et la Nouvelle-Zélande? Tu me parles de juste le club rugby là ou la partie Ouais. après province? Plus qu'en. Club Ouais. rugby, donc en gros un club classique en Nouvelle-Zélande. La partie majeure, elle est, je dirais, sur le rugby et l'organisation des entraînements, où les clubs n'ont pas de salle de muscu, parce que tu as des clubs tous les 100 mètres en Nouvelle-Zélande. Et du coup, ils n'ont pas de club de muscu. Donc, si tu veux faire de la musculation, du renfort, c'est toi-même. Mhm. Et grosso modo, les entraînements, c'est uniquement du ballon, du rugby pur et de la prépa physique avec quasiment que de la course. Ok. Et j'ai été, mais sur le cul, je peux le dire, sur la pré-saison, Ouais. sur ce qu'on a fait en course. C'était des volumes énormes, des intensités énormes. Ouais. Alors que j'ai de base un bon fitness, je sais que les 3 premières semaines, je ne pouvais plus marcher. Mes mollets étaient morts, vraiment. Ouais. Donc, du coup, une grosse différence avec une grosse partie fitness, avec du rugby intégré en permanence.
Ouais. Et on a quasiment fait que ça sur les 2 mois. Et on se faisait pas chier à faire des combinaisons, des tactiques, du plan de jeu, comme on le fait en Europe. Tu vois. Ok. Donc vraiment l'accent là-dessus. Donc top, je dirais que ça c'est pour les côtés positifs. Les côtés négatifs, c'est justement pas trop de plan de jeu, pas trop de travail collectif sur les touches, les mêlées, les sorties de camp, des choses comme ça. Ok. Donc, du coup, c'est un peu le bordel, mais il l'assume et puis on joue au rugby, quoi. Du coup, c'est pour ça que le jeu est totalement différent, mais c'est hyper intéressant. Ça, c'est la plus grosse. Et je dirais après, ils ont une rigueur, alors même que c'est amateur, ils ont une rigueur qui est hyper forte. C'est-à-dire que tu arrives à l'entraînement, la séance est expliquée, les 1h30 de séance sont expliquées sur le tableau, avec tout le monde qui écoute, toutes les consignes sont données. Et une fois que c'est terminé, pendant 1h30, c'est du non-stop, grosso modo. Donc, j'ai vraiment apprécié ce côté-là où tu perds pas de temps en consigne, tu perds pas de temps à expliquer, à arrêter, à recommencer. Et tu as un entraînement qui est hyper intense, un peu plus court qu'en France, mais du coup, beaucoup plus productif. Ok, c'est intéressant. Et après, tu disais dans la partie province où tu as pu travailler ensuite en tant que kiné, c'est ça? Ouais, ouais, du coup, je me fais les croisés et du coup, je me fais opérer sur place. Et après, avec des contacts et j'ai répondu à des offres d'emploi, j'intègre la province de Hawke's Bay, donc une des 14 provinces de Nouvelle-Zélande qui se font un championnat dès que le Super Rugby se termine. Où grosso modo, les joueurs qui finissent le Super Rugby soit sont pris avec les All Blacks pour la fin d'année, donc de juillet à décembre, soit retournent dans leur province pour jouer la Mitre 10 Cup. Et donc, du coup, j'intègre le staff des prépas physiques pour m'occuper du return to play, donc de la réathlée, quoi, grosso modo. Ok, et donc là, si tu peux nous parler un petit peu encore une fois des différences à ce niveau-là, vu que c'est un ou deux crans au-dessus de clubs dont tu parlais avant, même en Nouvelle-Zélande, c'est ça? Ouais, là, c'est totalement pro. C'est comme si tu rentres dans une structure de top 14, grosso modo. C'est un peu le top 14 de la Nouvelle-Zélande, vu que c'est la seule compétition la plus haute qui reste sur le sol néerlandais. Euh, la structure, c'est du très haut niveau, c'est très bien pensé. En plus, on avait des infrastructures qui dataient de 3 mois, complètement neuves. Donc, avec un couloir de course de 7 rangs qui faisait 70 mètres Ouais. à l'intérieur, avec la salle de muscu. Donc, Ouais. on s'est éclaté, c'était génial. Ouais. Et je dirais que les principales différences avec ce que j'ai pu connaître en top 14, Pro D2, fait d'une élite, c'était que tout est centré autour du team spirit. Ils ont vraiment l'esprit d'équipe et travailler la cohésion d'équipe. C'est des choses qu'on fait beaucoup en pré-saison en Europe et qu'après, on a tendance un petit peu à délaisser, entre guillemets. Alors que là, c'est un travail vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, sur toute la saison que j'ai pu retrouver en Nouvelle-Zélande. Euh, les principales différences aussi, c'est que tout est centré autour du rugby. Ils ne font rien sans qu'il y ait un intérêt pour le terrain, pour le match du samedi ou du dimanche, ou du vendredi ou du jeudi. Vraiment cet aspect-là qui dit ouais, attends, est-ce que ce qu'on fait là, c'est vraiment utile pour le match, pour les mecs, pour performer les jours de match. Donc j'ai trouvé cette approche vraiment intéressante. Ok, et en termes d'organisation de la semaine par rapport à ce que tu as vu en France, c'était assez similaire en termes de nombre d'entraînements Alors, par jour, etc. les nombres d'entraînement est similaire, la préparation physique est grosso modo similaire, hein. Je veux dire, un squat en France ou un squat en Nouvelle-Zélande, c'est la même chose. Les programmations sont grosso modo les mêmes. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être je dirais que, comment dire, la partie la plus, je sais pas comment dire, la plus changeante, c'est justement cette partie rugby permanente, même si tu es en pleine séance de muscu, même si tu es en réunion, ça va parler skills, ça va faire des pauses pour faire des skills, et voilà, la grosse différence, elle est là. Ok, Mais c'est pas un changement qui est énorme. Et la semaine, elle dépend forcément du match parce que tu as des matchs les jeudis, vendredis, samedi ou dimanche. Donc, elle est configurée en fonction du match et des jours de récup que tu as. Et la grosse différence, je dirais, c'est les jours de récup où les mecs s'entraînent quasiment tous les jours en Nouvelle-Zélande. Pas forcément à haute intensité, mais ils ont toujours un rythme régulier. Et c'est une saison où tu n'as aucune semaine de récup. C'est que des matchs toutes les semaines ok. pendant 3 mois et demi. Voilà. Et en fait, tu vois que tu as l'impression que les mecs ils vont tous exploser au bout d'1 ou 2 mois. Bah, pas du tout.
Pas du tout. Et en fait, il faut bien gérer la charge que tu leur mets. Mm. Mais voilà, je me suis rendu compte que le corps était beaucoup plus résilient que ce qu'on pouvait croire en Europe. Ok, et ça, ils le font, je pense, généralement avec GPS au niveau de la quantification de la charge pour les volumes de course, etc. Ouais, il y avait un prépa qui s'occupait de ça, qui s'occupait des datas, qui gérait tous les GPS et donc qui sortait au prépa physique en chef et au manager toutes les datas sur ça et les mecs en fonction ajustaient. Ok, super. Donc pour transitionner un petit peu sur, on va se focaliser un peu sur la réathlée pour commencer, vu que c'est ta spécialité. Mm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des erreurs communes que les joueurs, les rugbyman font en réathlétisation en général? Les erreurs communes, il y en a pas mal. Les plus grosses. Euh, les plus grosses, c'est le trop vite, trop fort. Les plus grosses, c'est le trop vite, trop fort. Il n'y a pas photo. Moi, je dis toujours à mes joueurs, vaut mieux perdre une semaine là et en gagner 10 sur le futur. Hmm. C'est vraiment. J'ai eu pendant mes 5 premières années d'exercice cette mentalité de dire ah ouais, moi je vais battre ce record de retour terrain. Je vais battre le truc. Le mec, il a ses croisés, c'est 7 mois. Non, je vais faire 6 mois, je vais faire 5 mois et demi. Et puis tu te rends compte avec le recul que il n'y a pas d'intérêt, que du coup tu précipites tout, du coup tu forces tout, du coup tu es au max des capacités à chaque fois et du coup c'est dangereux. C'est dangereux et tu peux pas te permettre que le mec il repète. Et en plus, ces 2, 3 semaines que tu vas gagner, elles vont te permettre de développer des capacités et comment dire, de faire revenir le mec à un niveau supérieur à ce qu'il était avant. Et c'est là que c'est intéressant. Donc voilà, mon plus gros point de bataille, c'est le trop vite, trop fort. Ok. Et pour toi, c'est quoi une réathlée réussie pour toi? Réathlé réussi, déjà, c'est me poser autour de la table avec le mec au départ de la réathlée et qu'on ait des objectifs clairs tous les deux. Et donc, il faut que tous ces objectifs soient réussis, soient validés avec lui avant sa reprise. Ça, c'est la première chose. C'est un retour à la compétition, mais au même niveau antérieur. Alors, c'est difficile à évaluer, mais je ne me satisfais pas d'un mec qui était titulaire indiscutable et qui, depuis sa blessure au croisé, revient et un mec qui fait de la rotation. Ça, c'est une. Il y a pas que la réathlée qui va être. Il y a son niveau de performance, bien sûr. Mais s'il y a une perte significative de performance, il y a quand même quelque chose à remettre en question de notre côté. Et quand quelqu'un se blesse, disons, on va prendre une jambe en général, parce que c'est souvent la plupart des blessures là où ça se passe, que ce soit une cheville, un ischio, les Ouais, ligaments, c'est ça. etc. Comment est-ce que tu fais en sorte que les joueurs se maintiennent en termes de force physique, de conditions physiques, dans le cadre d'une réathlée où ils ne peuvent pas vraiment courir, ou en tout cas pas au début? Ouais, bah, c'est sûr. Grosso modo, tu as beaucoup de parties. C'est pour ça que j'avais un boulot énorme, même en n'ayant que 3 4 blessés, parce que le mec, si tu prends le mec sur un plan global, disons que le mec, il a une botte dans le plâtre. Voilà. Il va travailler son conditioning. Du coup, haut du corps, gainage, cardio, tout ce que tu veux, on va le faire transpirer pour qu'il y ait au moins une stimulation sur ce conditioning-là, pour pas trop en perdre. Il aura sa muscu, haut du corps, forcément. Il aura sa rééduque, donc vraiment là, la partie réathlée pure, réhab sur sa jambe lésée. Il aura sa partie skills en fonction de son poste et tout ça. Il aura sa partie visualisation où on va travailler un petit peu le côté entre guillemets mental et aller chercher à s'améliorer de ce côté-là. On va travailler aussi la partie analyse des matchs. Donc on va rebosser sur tous ces matchs. Ils ont toutes les vidéos en accès libre. Donc tu bosses là-dessus et en fait ça te fait des choses à travailler qui sont énormes en termes de temps. Et du coup c'est pour ça que voilà, c'est fini. Ça c'est une des autres grosses erreurs d'ailleurs. Le mec il est blessé en bas du corps, bah, c'est parti pour 4 mois de haut du corps en prépa physique et c'est encore le cas maintenant. Et ça c'est plus possible. Donc Et l'idée c'est de remettre tous les curseurs autres que celui qu'on ne peut pas faire à 100% en progressant doucement sur celui où on peut travailler. ouais, c'est ça, à l'opposé de la pratique courante, en tout cas dans le monde amateur, qui est je me blesse, donc je vais rien faire pendant 3 mois, puis après je reviendrai, quoi. C'est ça. C'est ça. Je me blesse, bah, du coup je vais faire du développé couché pendant 3 mois et rien de plus. Ouais. Et même au niveau de la jambe, s'il y a une jambe qui est blessée, l'autre jambe, elle est complètement fonctionnelle, il faut qu'elle continue à travailler, parce que si on attend que la deuxième jambe soit au niveau de la première pour commencer à bosser dessus, on aura presque tout perdu, quoi. Ouais, je me rappelle du 8 des Highlanders, Marino Michael et tout, il a une botte plâtrée à la jambe gauche.
Et du coup, c'était parti pour des grandes sessions de watt bike, 2 bras, une jambe, et la jambe plâtrée, elle était sur un bloc de béton, et c'était parti, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr, tu bosses avec tout ce qui peut être bossé. J'avais vu une vidéo de Sonny Bell qui faisait du rameur avec le pied sur un skateboard, je crois, quand il était dans le plâtre. Très bon ça. Donc il y a toujours des options et je pense. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça, tu as entièrement raison. Et donc, pour passer sur un petit sujet que je crois que tu aimes bien aborder et qui fâche un petit peu des fois, qui est en charge de la réathlétisation? Oui, gros sujet de tension. Bon, Euh, vas-y. je sais qu'en France, ça fait débat et je sais que les kinés veulent garder cette partie réathlée. Je sais que les prépas ont tendance à la vouloir aussi. La différence, c'est toujours le gris, c'est jamais blanc ou noir. Mais je dirais que grosso modo, ça doit être pour les prépas physiques. C'est eux les plus qualifiés. Je dirais que la réathlée devrait être découpée en 2 parties. Une première partie rapide où, quand le mec sort de la table de kiné et commence à réatteler, ça doit être encore le kiné qui s'occupe de lui. Parce que c'est lui qui l'a eu dans les mains. C'est lui qui a passé je sais pas, sur un croisé les 2 derniers mois avec lui sur la table. C'est lui qui le connaît par cœur. Voilà, c'est à lui de s'occuper de la première partie de la réathlée. Mais après, très vite, on va parler de planification, on va parler de programmation, de quantification de la charge, voilà. Et ça, j'estime que c'est les prépas dans leur formation initiale qui sont les plus à même de répondre à ça. Et en étant kiné, je peux le dire plus facilement, tu vois. Voilà. Ça, c'est dans le cas où tu n'as pas un mec qui s'occupe juste de la réathlée. Là, c'est plus simple. Ou alors, après, il faut des kinés qui soient formés en prépa physique pour le faire. Mais de base, début de la réathlée kiné, tout le reste, c'est les prépas. Ok, et je pense quand même dans on va dire la phase du milieu, la transition, avec une communication entre le kiné et le prépa, pour faire en sorte que s'il y a encore des exercices à intégrer, ce soit le cas, mais dans un cadre prépa plus que dans un cadre kiné, table, etc. Voilà, exactement. Et pour répondre à ce que tu disais là, au McPies, si ma réathlée, disons, a duré 2 mois, les 2 premières semaines, je rendais des comptes au kiné sur mes programmations, sur ce que je lui donnais. Voilà, ils avaient tout en papier. Et sur tout le reste, je rendais des comptes au prépa. Donc voilà, pour te faire visualiser un peu la chose. Mais c'est exactement ça, c'est travaille tous ensemble. Est-ce qu'il y a une limite supérieure en termes de nombre de séances de kiné par semaine dans le cadre des premières semaines d'une réathlétisation? Est-ce qu'il y a le gars, il te voit en général quoi, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, plus, moins? Grosso modo, sur une blessure classique, le mec a 3 ou 4 sessions avec le kiné. Il est avec moi tous les jours. Et voilà. Donc, trois sessions de kiné par semaine. Et il est à 6 ou 7 sessions de réathlé avec moi. En Pour un plus, travail qui peut englober un peu tout. Je peux le voir très bien pour juste faire des skills. Et on va faire que ça de la journée s'il est sur un jour off. Mais grosso modo, ouais, les mecs sont suivis. Et ça, c'était une volonté du manager qui voulait vraiment pas que les mecs qui soient blessés soient un peu à l'écart et ça soit une période un petit peu cool pour eux. Ils voulaient que les mecs bossent, donc on a fait en sorte. ok. Et tu dirais que si, ben, on va dire, parler un petit peu dans le monde amateur dans lequel j'évolue ici en Suisse, quelqu'un se blesse, est-ce que on va dire le, le réflexe initial devrait être de justement pouvoir avoir ce nombre de séances par semaine avec un physio, un kiné pour commencer cette réathlée, parce qu'on voit souvent des gars qui vont chez le physio 1 fois par semaine. Est-ce que Ouais, 2 c'est mieux, est-ce que 3 c'est mieux ou pas nécessairement? je dirais que en soi, il pourrait le faire tout seul. Son travail un peu annexe, son cardio, son bosser et aller chez le kiné que pour faire sa réhab. J'aime bien les blinder en physio parce qu'en général, dans le monde amateur, c'est là où ils vont pouvoir bosser et le physio va pouvoir leur faire un peu des exercices annexes, pas que faire leur réhab de jambes. Donc, s'ils ne sont pas suivis en professionnel ou simplement par un prépa physique comme toi, s'ils n'ont qu'un kiné, qu'ils aillent souvent chez le kiné, il leur fera bosser un petit peu des choses annexes. Si maintenant il y a un prépa physique comme toi, là oui, que le kiné fasse juste la réhab et que toi tu t'occupes du reste. Ouais, ok. Tu peux parler un peu de l'importance du travail de force dans la réhabilitation, dans le return to play? Ouais, c'est un de mes chevals de bataille et parce que déjà j'adore la force et les gains de force et je trouve que c'est quelque chose qu'on a pas mal délaissé en réathlé,
en kiné en général, ou le travail de force pour la plupart des gens, même si maintenant ça s'améliore vraiment. Avec un élastique, tu pouvais gagner en force, tu vois, mais à un moment donné, voilà, faut mettre les gens sous des barres, faut soulever des charges additionnelles. Il y a pas le choix. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais, l'élastique, voilà, il te fait Voilà, les 2, 3 premiers jours, peut-être une semaine, mais au bout d'un moment, voilà, bah, c'est comme toujours, faut retourner aux charges qui vont lui permettre ensuite de jouer et puis bah, d'absorber tout ce qui l'affecte ou tout ce qui lui est imposé comme demande pendant le match. mm, Et malheureusement, avec un élastique, ça reflète pas ce qui se passe sur c'est les plans ça, du sport, quoi. c'est ça, exactement. Et quand on a des lésions, on se rend compte que vraiment on perd très vite, que ce soit en hypertrophie, en force, en tout. Et il faut pas oublier que la force est la reine mère des forces et la reine mère des grandes qualités. Et du coup, surtout sur des gens qui en ont perdu, regagner en force, ça va faire gagner sur tout le reste. Et c'est un peu plus compliqué à voir en prépa parce qu'il y a tellement de choses à travailler que voilà. Mais dans la partie réathlée, je pense que bosser en force, gagner en force, récupérer sur des niveaux que tu avais avant, c'est c'est impossible de faire ça maintenant sur une Et réathlète de qualité. comment tu sais sur une lésion, bah, on peut parler des croisés, on peut parler d'un ischio, quelque chose comme ça. Comment tu sais quand c'est le bon moment de retourner sur, par exemple, un squat ou même sur un leg press au niveau machine sans la barre? C'est quoi le Dès, bon moment? dès qu'il peut. Alors, il y a des consignes, bien sûr, données par les docs et par les kinés à respecter. Mais dès que ces consignes-là et ces dates-là sont passées, on essaye. Il y a que ce qui te casse pas qui te rend plus fort. Donc, en gros, tout est question de progressivité. C'est pas une question de tiens, là, je vais me remettre à mettre du squat. C'est voilà, on va commencer par un squat juste poids de corps. On va mettre là une barre de 20 kg, on va mettre une barre de 30. On va descendre à 90, on va descendre à 145, on va descendre complètement sur un squat complet. Et on voit les réactions. Et on voit les réactions le jour d'après. On voit les sensations du joueur. Nous, on observe ce que ça donne avec notre œil un peu technique. Et en fonction, si ça passe, s'il n'y a pas de douleur. Pour les ischios, pour les croisés, grosso modo, s'il y a la possibilité de le faire et qu'il n'y a pas de mauvaise réaction, c'est parti. C'est parti. Et après, on respecte la progressivité. Et donc, on suit toujours le lead en guillemets de la barre de la douleur. La douleur, c'est le signal qui va nous dire oui ou non. Ouais, pas que, Pas que. Ouais. mais ouais, parce que parfois la douleur, elle arrive 24-48 heures plus tard. Ouais, mais je Euh, parlais, je parlais justement bah, non seulement de la douleur, on va dire, instantanée sur le moment, sur le mouvement, mais justement, s'il n'y a pas de répercussions négatives le jour d'après, 2 jours d'après, ça, on sait que la séance était bah, plus bénéfique que négative et à ce moment-là, c'est ça. on peut aller de l'avant, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est le premier point. Ouais. Et après, il y a tous les autres points où le mec qui a pas mal aux ischios, mais parce qu'en fait, il fait pas un squat, il tombe à moitié en arrière, il a les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Ça, c'est raté aussi, tu vois. Mm. Donc, il y a cet aspect douleur, sensation, mais qui vient après la partie technique, réalisée parfaitement. Et c'est un peu un tout. C'est pas que la douleur. Ouais. Donc pour toi, un joueur qui passe par une réathlée, il devrait ressortir plus fort qu'il n'était avant, ou en tout cas, pas avoir perdu en force. Ouais, très clairement. Euh, Ça impose de les avoir testés en début de saison. Mais pour moi, définitivement, oui. c'est quoi les indicateurs, les tests que toi tu suis un petit peu en termes de savoir si tu as fait ta réathlée correctement, si le mec est prêt à retourner sur le terrain? Bon, ça dépend vraiment de la blessure, hein, c'est dur à dire. Alors, C'est dur à dire, on repart sur une blessure mais bas du corps, que ce soit un mollet ou un ischio. allez, on prend une lésion des ischios. Ouais. Le mec s'est fait une LMA, un stade 2 ou 3, mais la première chose, ça va être les niveaux de force sur la chaîne postérieure et sur la chaîne antérieure, même si c'est un ischio. Mhm. Donc sur le soulevé de terre, moi je suis très classique, hein. Sur le soulevé de terre et le squat, on va aller le tester quand même en unilatéral. Donc après, à voir en fonction du profil du mec. J'aime bien le soulevé de terre une jambe. Je suis pas fan du leg press, etc. pour les tests parce que tu enlèves tout le côté proprioceptif et donc j'ai un peu de mal. Mhm. Euh, des tests quand même unilatéraux, que ce soit fente, que ce soit, enfin bref, voilà. Pareil, un chaîne antérieure, un chaîne postérieure.
qu'il ait surtout retrouvé ses niveaux de sprint, ses vitesses max antérieures à la blessure. Ça, c'est un grand signe parce que parfois, force ne veut pas tout dire non plus. Et si le mec il courait à 29 km/h et que maintenant son sprint max est 24, il y a un gros problème, même s'il a retrouvé plus de force qu'avant, parce que son profil force-vitesse a évolué. Ça, je sais que tu aimes bien ça. Ouais. Mais voilà, donc en gros, des tests de force, des tests de vitesse où je veux qu'il ait retrouvé ses data minimum. Et après, avec le prépa, il y a aussi des tests de conditioning pour être sûr qu'il ait le niveau. Mais voilà, grosso modo, j'en oublie sûrement là, parce que c'est dur de te les sortir comme ça. Mais voilà, test de force, test de sprint, un conditioning suffisant, quand même quelques tests d'agilité, de Ouais. plio, Ouais. histoire de dire. Mais grosso modo, ouais, c'est les principaux. Mais tout ce qui est, tu as mentionné les tests de plio, donc par exemple un counter movement jump et des choses comme ça. Ça, c'est des trucs que vous quantifiez aussi au niveau des tests avec le prépa? Ouais, bah là, c'est pareil, c'est le mec qui s'occupe des datas qui fait ça. Il fait les tests de CMJ, il les fait toutes les semaines. Ouais. Donc, on a des données, moi-même sans les tester, j'ai la donnée toutes les semaines, quoi. Ok. Et est-ce que vous utilisez certains tests pour, par exemple, le CMJ ou d'autres pour quantifier l'état de préparation des joueurs pour la semaine et ensuite ajuster leur niveau d'entraînement en fonction de ça ou pas? Ouais. Ouais. Bon, c'est pas moi qui m'en occupais et je suis pas un spécialiste de ça, donc je pourrais pas t'expliquer en détail. Mais en gros, ils avaient des CMJ et des tests de grippe Ouais. tous les débuts de semaine. Et il me semble que le grip, c'était même bi-hebdomadaire, 2 fois par semaine. Ok. Plus des tests de data, de wellness. Ouais. Et à partir de ça, il modifiait la trame. Ouais, ça c'est intéressant parce que pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept, en gros, le counter movement jump, donc qui est un saut, comment tu dis ça en français? Je sais même pas. Le saut, le contre-saut, un contre-saut. Ouais. Euh, Je sais pas le mot en français, c'est une bonne question ça. ok, bon, counter movement jump, on va le garder comme ça. Les gens peuvent utiliser Google si. C'est un saut à réaction, quoi. Combien Ouais. tu vas pouvoir sauter en réflexe. Voilà, et puis ils utilisent en général une plaque de force. Et puis, donc ça, et le test de grip va pouvoir en gros nous donner une idée de l'état du système nerveux du joueur et si les sauts et le grip n'est pas aussi bien que les niveaux, on va dire, ces niveaux moyens, ça veut dire qu'il est peut-être moins préparé pour une grosse semaine de travail et donc ils vont ajuster le volume de course, charge de levage, etc. en fonction de ces résultats-là. Donc c'est assez intéressant. Je me rappelle j'avais entendu un Kier qui parlait de ça justement quand il était au Japon. Il avait pas de matos, il n'avait pas de staff non plus. Il utilisait juste Ouais. un saut en longueur. Donc ils avaient 1 mètre à côté du terrain et tous les mecs, ils arrivaient, c'est pas tous les jours, mais peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Et ils faisaient un saut en longueur. Et en gros, si tu étais entre 95 et 105%, c'est bon, tu avais le feu vert, tu pouvais tout faire. Si tu étais entre 90 et 95%, tu étais dans le jaune, donc il réduisait un Ouais. petit peu la charge. Et si tu étais en dessous de ton 90% en termes de distance de saut, eh ben, tu étais sur le programme biceps, triceps et abdos pendant la journée parce que tu n'étais pas en état en fait, de faire des efforts maximaux avec l'équipe. Pour revenir un petit peu sur le réathlé, on parlait de travail de force, tu as mentionné brièvement le sprint. Euh, Tu veux que ton gars il retourne vite courir ou pas? Est-ce qu'il attend plus longtemps? Est-ce que dès qu'il peut, il Ouais. commence à faire du jogging et des choses comme ça? Alors, encore une fois, tout dépend de la blessure. Je suppose que là, tu parles d'une lésion musculaire, ischio, triceps sural. Ouais, Ok, sur des LMA, il faut être prudent. Ce que je disais avant, là, pas trop vite, trop fort. Mais par contre, dès qu'on a le feu vert, on y va. Et le plus vite possible. Les études récentes, là, ont montré que c'est pas au plus longtemps tu le laisses, au mieux c'est. Un ischio, il a besoin d'aller. Ce qu'il faut retenir, c'est que rien ne remplace le sprint. T'as beau être autant, et je suis désolé pour les spécialistes du fonctionnel, que je ne suis pas vraiment, tu auras beau être le plus fonctionnel possible, tu n'arriveras jamais à être aussi fonctionnel qu'un sprint. Ça a été prouvé, on n'arrive pas à reproduire les contractions type d'un sprint, que ce soit même avec ton one leg squat, one leg Romanian deadlift, comment ça s'appelle, j'ai plus le nom anglais là, c'était le GHD. ah, Gluham, ouais, Gluham Ouais. Developer, ouais. Gluham Race, Voilà, ouais. ces élévations de buste.
tu t'en rapproches, mais tu l'as jamais. Du coup, l'idée, c'est de, comme un exercice, remettre en charge ça. Donc, un sprint, ça se remet en charge. Et donc, du coup, oui, forcément, au début, c'est un footing. Et au début, tu augmentes ta vitesse, ensuite, tu augmentes ta distance, tu augmentes ton intensité. Mais il faut vraiment, c'est quelque chose à part. Et surtout sur les lésions musculaires qui sont apparues sur une problématique de sprint, bah, c'est là-dedans qu'il faut aller bosser. C'est là-dedans qu'il faut que se trouve la réponse. Pour monter sur le Et cheval le plus vite possible, quoi. ouais, exactement, exactement. Alors, jamais en faisant trop, mais toujours en étant juste et progressif. Et du coup, là, on a des résultats qui sont vraiment meilleurs, surtout sur le niveau de rechute. Ok, et là aussi, c'est encore une fois, c'est pas le seul facteur, mais le facteur douleur est une notion indépendante pour le joueur pour qu'il sache, ah, si ça me fait mal, faut que je calme un peu, ou est-ce qu'il y a un petit peu de marge pour jouer avec ça pendant la réathlée au niveau de la course, justement? Sur les sprints, pas de marge. Pas de marge. Ça, non, c'est Si mon ça fait avis. mal, on arrête, on réduit Si ça fait mal, complètement. on coupe. Si ça fait mal, c'est trop tard, tu as déjà été trop loin. Ouais. C'est pas comme sur les exercices où sur un ischio, je vais lui demander de faire un good morning ou un Romanian deadlift. Ouais. Là, je vais justement chercher cet étirement, je vais justement chercher un petit peu cette douleur que tu peux évaluer à 3, 4, 5 sur 10 Mm. en termes de VA. Là, justement, parce que je vais chercher l'étirement excentrique sous contrainte maîtrisée. Tu Mm. vois, et ça change tout. Sur un sprint, tu n'es pas en maîtrise. Soit ça tient, soit ça tient pas. Donc, aucune douleur. Et si le mec me dit, tiens, là, j'ai eu mal, c'est ma faute. C'est pas de la faute du joueur. C'est pas, ah bah voilà, tant pis, on fera demain, on s'arrête là. Non, c'est trop tard. Trop vite, trop fort. Ok. Et donc, ça, c'est dès le moment où ça fait mal, tu coupes carrément la séance ou on retourne sur Ouais, un jog là où ça fait pas mal ou non, c'est vraiment juste on arrête? on arrête. Parce qu'en On gros, arrête. on a fait un pas ou un demi-pas en arrière et faut recadrer les C'est choses. ça, c'est ça. Et j'avais tendance justement à faire comme tu dis là, exactement. Premier réflexe, bah tiens, on courait à 60%, bah hop, on descend à 40. On regarde les data GPS, son 40%, il est à 18 km/h. Ok, on redescend de 5-6 km/h sur notre travail. Mais non, parce que la douleur, encore une fois, la douleur de l'instant T, elle n'est pas la même douleur de 3 heures plus tard quand il est à froid et 24-48 heures. Donc tu sais pas ce que tu as fait. Donc pour l'instant, tu fais rien. Parce que si le mec, tu lui as refait une rechute et qu'après, tu as encore travaillé pendant une demi-heure Mhm. en faisant des sprints à 10% en moins, et ben, le doc et le kiné, ils vont pas être contents. Ouais. Tu l'as mentionné brièvement plus tôt quand tu parlais on va dire, du panel d'activités que les athlètes faisaient dans le cadre de la réathlétisation quand tu étais au Magpies. Euh, L'élément de préparation psychologique, il tient quel rôle dans une réathlétisation pour un athlète pour un rugbyman qui va être, on va dire, loin des terrains pendant, on va dire, quelques semaines, peut-être quelques semaines au minimum? De quoi tu me parles? Tu me parles de partie prépa mentale ou partie appréhension de rechuter, appréhension de revenir sur un terrain, appréhension. Les deux, un petit peu l'aspect global dans la tête du joueur. Le côté prépa mental, il est au volontariat pur du joueur. Mhm. Donc, ils ont un prépa mental à disposition au Magpies qui n'est pas salarié, qui est là vacataire. Donc, grosso modo, si on a besoin de lui, on l'appelle. Mhm. En gros, si un joueur qui en a besoin nous fait parvenir son besoin, bah, directement, on le redirige chez le prépa mental. C'est totalement volontaire. On insiste un peu plus s'il y a des blessures un petit peu traumatisantes où le mec s'est fait une fracture tibia péronée ouverte. On se dit qu'il y aura peut-être un choc et une appréhension. Donc là, on essaye un petit peu de les rediriger là-dessus. Et après, tout le côté appréhension, un mec qui s'est fait les croisés et qui revient sur le terrain, j'estime que si le mec rentre sur le terrain en ayant la peur de rechuter, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, il y a eu un problème dans la réathlète. Clair et net. Parce que tu as dû lui construire un niveau de confiance suffisant pour qu'il sache qu'il est à plus de 100% de ses capacités et que s'il a de l'appréhension, c'est parce que justement, il ne l'est pas. Il y a trop de gens qui se réfugient derrière ça en disant je comprends pas, je comprends pas, mon joueur il était prêt, mais je pense que mentalement il n'était pas prêt, c'est pour ça qu'il a rechuté. Il jouait à reculons, il jouait voilà, et ça j'ai un peu de mal. Donc, en gros, c'est
ils ont fait une prépa à 85-90%. Le joueur n'a pas tapé dans ce 90 à 100, peut-être 105% pour vraiment se montrer à lui-même qu'il était capable de le faire sans que ça pète. Et donc maintenant, il est sur le terrain, il a une appréhension. Donc il y avait un manque dans la réathlée en fait. Ouais, c'est ça. Et que les dernières parties de la réathlée, ça doit être hyper demandant pour l'athlète. Et si tu n'as pas été chercher ça, forcément, il aura de l'appréhension. Si le mec, j'avais un joueur, John Allo, qui s'est fait 3 fractures de l'omoplate consécutives. Ok. Et le mec se faisait ses omoplates, il se les faisait en essayant de faire un contre-ruck. Tu vois, donc il était vraiment dans le ruck. Ouais. Et c'est un mec qui déblayait, épaule contre omoplate, qui lui a fracturé l'omoplate. Et ça faisait 3 fois qu'il rechutait. Ok. Et du coup, si dans cette dernière phase de réathlé, tu vas pas aller lui mettre des tampons quand il est dans cette position, si tu vas pas lui rentrer dedans là, forcément, il aura de l'appréhension quand il va le faire sur le terrain 2 semaines plus tard. Mm. Et c'est là que tout doit être. Parce que c'est facile de dire, ouais, mais, non, mais il avait de l'appréhension. Oui, mais ça se construit, ça. Ouais. C'est la confiance. Ouais. Donc voilà. Et Bon, prépa mentale au volontariat et vas-y, il n'y a pas de souci. Et franchement, ça peut être très enrichissant. Mais par contre, il ne faut pas se cacher derrière. Et si tu n'as pas été chercher tu ne lui as pas donné assez de confiance dans ta réathlée, normal qu'il n'y en ait pas. maintenant, pour un joueur qui est en bonne forme physique, qui joue sur le terrain, mais qui veut utiliser cet aspect préparation mentale pour justement peut-être mieux gérer les moments de stress, pas casser au milieu d'un match quand on est dans une situation difficile, tu peux me parler un petit peu de ça aussi? Ouais, ouais, ouais. Bah, après, c'est pareil, il faut différencier, hein. Gérer la pression, c'est pas de la prépa mentale. Enfin, tu vois, c'est des champs qui sont un peu différents, mais grosso modo, c'est pareil. Prépa mentale, ça peut être hyper intéressant pour le joueur à partir du moment où il en a envie. Parce que si tu arrives et j'ai été dans des clubs où on nous a dit, là, c'est prépa mentale tous les lundis à 16 heures. Ouais. Oui, bah, tu as 2 tiers des joueurs qui y vont à reculons, c'est biaisé dès le départ. Donc, toujours sur base du volontariat et définitivement, ouais, j'y vois un intérêt. Et après, il faut aussi savoir gérer la pression. Et ça, enfin, moi, je suis en plein dedans en ce moment. C'est pour ça qu'on en parle. Avec le bouquin du mentor de Johnny Wilkinson, Dave Alred, Ok. qui en gros l'a façonné depuis ses 15 ans. Et c'est lui qui a géré son jeu au pied. Et en gros, il a travaillé la partie technique de son jeu au pied et ensuite il a développé toute sa partie gestion du stress parce que c'est un énorme anxieux, Johnny Wilkinson. Et en fait, simplement apprendre à reconnaître les signes de ton stress, apprendre à accepter que tu as du stress et que c'est normal et que c'est le fuel pour une bonne performance. Tout ça, c'est des choses qui se travaillent assez facilement finalement et tu as des effets qui sont incroyables parce que c'est ce qui se passe en match. Tu es à 79e, tu as une pénalité où tu dois faire ton lancer de talonneur au dernier sauteur et c'est là que tu as les mains qui tremblent et c'est là qu'il faut être bon. Mhm. Et le titre du livre, c'est quoi? The Pressure Principle. The Pressure Principle. Ok, j'essaierai de le trouver sur Amazon et je le mettrai en lien dans la. Ouais, je te l'enverrai. Ok, nickel, super. Maintenant, pour passer un petit peu sur l'aspect rugby amateur, euh, pour toi, c'est quoi les limiteurs de performance des joueurs de rugby amateur en général? Je dirais que le premier focus dans le rugby amateur, il doit être sur les skills, absolument sur la qualité technique de la pratique du rugby. Et que je vois trop d'équipes, même alors je sais pas comment c'est les divisions en Suisse, mais en Fédéral 3, en honneur, dans des compétitions amateurs, où la moitié des entraînements, c'est de la tactique, on révise cette combi, on révise ce plan de jeu. Alors que les mecs sont pas capables de faire une passe sautée des deux côtés. Donc il y a un moment donné où le basketteur, il va faire 20 000 shoots par mois et ensuite après seulement ils vont essayer de voir la tactique qu'ils vont faire à 5. Tu vois. Mais ta partie skills, elle est là de base et c'est ce qui manque en Europe, c'est ce qu'ils ont compris en Nouvelle-Zélande. Il faut que les mecs ils aient le ballon dans les mains et ils travaillent. Donc je pense que le rugby amateur, plus de 50% du travail, ça doit être du travail de skills, travail de répétition, travail de… Voilà, il faut que les mecs soient habiles balle en main. C'est la première chose si tu veux jouer au rugby et donner des ballons à ton ailier, mais que les 3 joueurs avant, ils sont incapables, mauvais côté, lancer à pleine vitesse, de faire une passe du mauvais côté, ah bah, c'est mort. Même si tu as travaillé la combi à l'entraînement. Donc Ouais. je dirais que premier, la première chose à travailler, c'est ça. Et ensuite, du côté prépa physique, aller au simple et efficace. Simple et efficace. Travail de force,
Encore une fois, bien fait, bien encadré. Hein. C'est pas juste le mec qui met 95% de sa charge et fait quelque chose de dégueulasse. Prise de force, parce que j'estime que, encore une fois, la force est la reine mère des qualités et que du coup, ça va avoir un impact sur tout le reste. Et que tant que tu n'as pas atteint un certain niveau en force, tu peux ne faire que travailler la force. Bien sûr qu'après, tu rajoutes un peu de travail de puissance, des choses comme ça, mais grosso modo, le focus sur la force pour passer le moins de temps en salle de musculation et pouvoir aller bosser sur le terrain. Et après, je rajouterai à ça travail de vitesse, de sprint, d'agilité et du conditioning parce qu'il faut quand même avoir un gros moteur pour jouer au rugby. Donc, grosso modo, ça serait juste ça. Travail technique, skills, rugby, un peu de travail pour gagner en force, un peu de travail pour gagner en vitesse, en agilité, en changement de direction. Et dans quatrième, un travail pour gagner en conditioning, pour avoir un fitness assez élevé. Et ça devrait être 90%, 80% du travail. Ouais, parce qu'en gros, entre le travail de sprint, qui est techniquement un travail de force maximale, simplement à très haute vitesse, et le travail de force, donc on a tout le spectre force-vitesse, tout ce qui est entre les deux, tout ce qui est explosif, puissance, lesté, etc., ben ça va améliorer ces qualités-là, comme tu as dit, sans nécessairement devoir les toucher beaucoup. Est-ce qu'en Nouvelle-Zélande, ils faisaient du travail, on va dire, dédié sur tout ce qui est du combat de l'homme à homme, tout ce qui est grappling, etc., ou pas? Ouais, ouais, énormément. Énormément? Ouais, bah c'est ce ils inséraient ça dans leurs skills. Ok. Et sur un entraînement terrain de 1 heure et demie, tu avais au moins une demi-heure de skills avant de commencer le plan de jeu. Voilà, parce que quand tu es à un niveau professionnel, forcément, il faut des tactiques, des combinaisons, mais il y avait toujours au moins une demi-heure de skills. Que ce soit travail avec ballon, que ce soit homme à homme, judo un petit peu, des choses comme ça. Travail au sol. Ouais, carrément. Pour un joueur qui, on dirait, qui pêche un petit peu au côté technique, au balle en main, etc., et qui n'a pas la chance d'avoir un club ou une équipe qui intègre beaucoup de travail de skills dans le cadre des entraînements, tu lui conseilles quoi? Le plus simple, c'est de trouver un copain qui est dans le même cas et d'aller bosser tous les deux leurs skills. Parce que c'est quand même plus simple quand tu as quelqu'un qui te renvoie le ballon. Mais grosso modo, il faut que tu passes du temps ballon en main. Il faut que tu passes du temps ballon en main. Je lisais un article là, il y a quelques jours sur Aaron Smith, le numéro 9 de All Black, qui du coup maintenant est dans sa. Il a 32 ans, il a dû commencer à 20 ans. Il est dans sa 12e année de rugbyman professionnel. Ça fait 12 ans qu'il fait au moins 30 minutes de skills tous les jours. Tous les jours. Voilà, et le mec, peu importe s'il travaille bien, ça passe, s'il travaille bien, oui, forcément, chez toi, c'est compliqué de faire un travail de skills parfait où tu es lancé à pleine vitesse, tu vas faire la passe à ton collègue, bien sûr, mais juste passer du temps avec la balle en main, tu vois, passer du temps à travailler son grip, ses poignets, ses doigts. Et c'est pas énorme, mais si tu le fais tous les jours, bah, tu vois le résultat, le mec, il a la meilleure passe du monde. Bien Ouais, sûr qu'il a du talent, bien sûr tout ça, mais ça se bosse. ouais. Et donc, toi, dans le contexte de cet isolement, on espère, temporaire, ça ressemble à quoi tes travails de skills un peu tous les jours? Et bien, tous les jours, 30 minutes de skills, peu importe l'exercice. Euh, j'ai- Comment dire? Encore une fois, ça ne sera pas parfait parce que tu n'es pas sur un terrain, tu n'es pas avec un collègue. Tu as juste besoin d'un ballon. Tu n'as même pas besoin d'un jardin ou d'une grande hauteur sous plafond. Voilà, tu travailles, tu passes du temps ballon en main. Et je ne vais pas te dire fais cet exercice et cet exercice. Il y a autant d'exercices que d'imagination. Tu peux travailler ta vrille, tu peux travailler la force de tes doigts, le grip, tu peux travailler tes passes-poignets, tu peux travailler des petites chisteras, des travail de timing, travail de réception de balle. Peu importe finalement, peu importe. Tant que tu bosses constamment, c'est-à-dire que tous les jours, tu lui mets. Parce que la mémoire, elle vient comme ça, la mémoire du sportif. Et je dirais que voilà, c'est la base. Et que peu importe ce que tu fais, il faut juste passer du temps ballon en main. Et ça va venir tout seul. Ça va venir tout seul. Tu vas développer des réflexes que tu n'avais pas avant. Et si en plus tu mets le focus sur ta main faible, parce que tout le monde a une main faible, et ben, tu te rends compte que quelques mois après, tu n'as plus de main faible. Et tout à coup, le rugby, ça devient simple parce que tu joues ce que tu vois. Tu n'es pas là à te dire, tiens, est-ce que je vais pouvoir la faire, cette passe? Et donc là, quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir, maintenant que tu es de retour en France? Et bah, déjà, attendre que ça passe, là, ce confinement, qu'on puisse être libre de nouveau.
Et a priori, je vais mettre un petit peu la kiné et la prépa physique de côté pour me reconcentrer sur le rugby. Parce que c'était une expérience incroyable en Nouvelle-Zélande, mais ça m'a surtout donné envie de rejouer, de toucher à des structures pro comme ça. Donc ouais, a priori, si j'ai l'occasion de rejouer en Fédéral 1 pour la saison prochaine, là, en juin-juillet, c'est le planning pour quelques années encore, vu que j'ai 26 ans. Et puis après, on se reconcentrera sur la kiné prépa. Ok, super. Ben, en tout cas, Hugo, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Si tu avais un dernier conseil pour les joueurs de rugby qui nous écoutent, ce serait quoi pendant ces temps difficiles à la maison, sans équipe, etc. Toucher du ballon. Toucher du ballon si vous êtes rugbyman. Maintenez juste une simulation un petit peu, faites un peu d'exercice, voilà, pour pas tout perdre. Mais grosso modo, le seul endroit où vous pourrez gagner, c'est en technique individuelle et ça se travaille tous les jours et maintenant. Voilà, pas d'excuses. Merci, Hugo. Merci à toi, jeune. Super. Ciao. Ciao.